la traque. Mais ce qui rassure pas mal le FBI, c'est qu'en se renseignant sur le profil de Ruth Eserman et Gary Chris, ils savent que c'est pas deux gros délinquants, ils n'ont jamais tué personne. Gary, il naît le 29 avril 1945 en Alaska. Ses parents vivent de la pêche au saumon et de crevettes. Dès son plus jeune âge, Gary est décrit comme un voleur. Il aime faire les poches, fouiller les tiroirs, se mettre des bonbons dans le pantalon lorsqu'il va à l'épicerie du coin. À l'âge de 14 ans, il est même arrêté en train de voler une voiture et est envoyé dans un établissement pour mineurs. Après 1 an de détention, il est renvoyé chez ses parents en Alaska et obtient tout de même l'équivalent du bac en 1963. Il déménage alors en Californie, n'en pouvant plus du climat froid d'Alaska et des ours qui le courent s'il a le malheur de se balader en forêt. À l'âge de 18 ans, Gary se marie à une certaine Carmen âgée de 17 ans et le couple a rapidement son premier enfant. Le 11 novembre 1968, Gary et son compagnon de cellule, dont l'histoire n'a malheureusement pas retenu le nom, débutent leur évasion. Depuis plusieurs semaines, ils scient les barreaux de la fenêtre de leur cellule qu'ils ont ensuite remplacés par des faux. Ils ont simulé leur présence en mettant des objets dans leur lit en cas de tour de garde. Gary et son compagnon passent par la fenêtre, traversent la cour de la prison, commencent à escalader la clôture. L'alerte se déclenche, les projecteurs s'allument, se braquent sur eux. Les sommations des gardiens fusent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les premiers coups de feu éclatent. Gary continue d'escalader, son compagnon est touché, lâche prise, hurle pendant sa chute et s'écrase plusieurs mètres plus bas. Gary réussit à passer de l'autre côté et s'enfuit. Pendant sa cavale, il parvient à rejoindre sa femme et son petit garçon. Toute la famille décide alors de fuir à Boston. Gary se fait désormais appeler George DeCane. Il dit avoir 28 ans, se laisse pousser la barbe et travaille alors comme technicien de laboratoire. Travail qu'il a appris en prison. Mais une fois de plus, cette vie stable, sans folie, ne plaît pas du tout à Gary et malgré le 2e fils dont sa femme Carmen accouche, il n'en peut plus de sa routine mortelle. Alors, il décide de s'engager comme matelot en septembre 1968 pour 2 semaines. C'est pendant ce job qu'il va rencontrer Ruth Eserman Shear, étudiante de 26 ans, sa future complice dans l'enlèvement de Barbara. C'est elle qui est prise pour un homme lorsqu'il débarque au motel puisqu'elle s'est déguisée pour ne pas révéler son identité. Ruth, elle naît en novembre 1942 au Honduras. Son père est scientifique, sa mère est médecin et rien ne la prédestine à foutre une jeune femme de 20 ans sous terre dans une boîte pour demander une rançon. Arrivée aux États-Unis pour ses études, elle parle espagnol, français, allemand et anglais et fait tout comme Gary, des petits boulots pour gagner un peu d'argent. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se rencontrent sur le bateau. Très vite, les deux se rapprochent, commencent à flirter et de retour chez lui, Gary annonce à sa femme qu'il ne l'aime plus et qu'elle peut partir avec les enfants, ce que Carmen fait à contre-cœur. À peine partie, c'est Ruth qui emménage aux côtés de Gary, qui commence à mettre doucement dans la tête de sa nouvelle femme que, pour être riche, le meilleur moyen c'est pas du tout de travailler, mais d'enlever quelqu'un qui est déjà riche pour que sa famille leur verse un peu d'argent. Après leur identification, Ruth et Gary sont officiellement placés sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Ils entrent dans le top 10 et Ruth devient la première femme d'ailleurs à entrer dans ce classement. Il est 15h ce fin décembre lorsque le FBI est contacté par un homme disant « Écoutez attentivement, je ne vous donnerai les informations qu'une seule fois. » L'homme au bout du fil indique que Barbara a été enterrée près du lac Berkeley en Géorgie, près d'Atlanta, plus précisément au sud de cette position qui est à l'époque une grande zone boisée. Aujourd'hui, il y a des habitations, mais en 1968, c'est une forêt. Le ravisseur raccroche, il ne donne pas plus d'infos. 8 voitures remplies d'agents du FBI sont envoyées sur place et se mettent à fouiller la zone. Sauf qu'à l'époque, la zone boisée est immense, on n'a pas encore les technologies actuelles. Il faut marcher à travers les bois pour trouver quelque chose et les heures se mettent à passer. Si Barbara est bien là, elle ne fait aucun bruit, ne frappe pas contre la boîte. Certains pensent même qu'elle est déjà étouffée à l'heure qu'il est. Après des heures de recherche, le FBI commence à se dire qu'il est impossible de retrouver Barbara. Si elle a bien été enterrée sous terre, ils ne peuvent pas retourner toute la forêt. Alors qu'ils sont sur le point d'abandonner, l'un des agents entend alors un coup, un bruit sourd qui semble frapper contre un bout de bois. Sous terre, tout le monde se tait et l'un des agents dit « Barbara, si c'est vous, frappez encore !» Les coups continuent, se font de plus en plus proches jusqu'au moment où les agents remarquent un tuyau PVC qui sort de terre permettant à l'air d'entrer dans la boîte. Barbara est juste là à
quelques centimètres dans le sol. Les agents se mettent à creuser. Il leur faudra 12 minutes précisément pour enlever la terre et ouvrir la boîte dans laquelle ils trouvent Barbara complètement trempée à cause de l'humidité et de la sueur, pleurant et suppliant qu'on la sorte de là. La jeune femme est incapable de tenir debout. Elle doit être transportée en dehors de la forêt, mais demande dès les premières minutes de sa libération si ses parents vont bien. Après 83 heures sous terre, Barbara Mackle est libre. Envoyée à l'hôpital pour examen et repos, les médecins qui l'examinent indiquent dans leur rapport que Barbara a perdu 10 kilos après 3 jours et demi sous terre. Elle est déshydratée mais est mentalement stable et heureuse d'être sortie. Tout au long de sa captivité, Barbara indique que même si de l'eau était à sa disposition, elle a préféré ne pas en boire de peur que des sédatifs aient été glissés à l'intérieur. Alors que Barbara est libérée et commence à faire la une des journaux, Gary et Ruth sont en fuite. Ils ont 500 000 $1000 en poche et tentent déjà de les écouler. Gary, par exemple, fonce s'acheter un bateau au prix de $2300 à Palm Beach, juste à côté de Miami, là où tout le monde est au courant de l'affaire. Et un type comme ça qui débarque de nulle part pour acheter un bateau en cash, ça met la puce à l'oreille du vendeur qui contacte les autorités. Une course-poursuite en mer s'engage tout de suite alors que Gary est en train d'essayer de rejoindre l'océan en passant par les voies navigables de Palm Beach. Le FBI le somme de s'arrêter. Gary pousse le moteur à fond. Le bateau hurle à la mort, demande pitié, il est tout neuf, a besoin de se rôder. Mais ça marche, aucun coup de feu n'est tiré. Gary réussit plus ou moins à semer le FBI et disparaît au large. La traque monte d'un cran. Humilié, le FBI déploie des hélicoptères à travers la Floride, alerte toutes les patrouilles du coin et demande à quiconque voit Gary sur son foutu bateau de contacter les autorités. Le samedi 21 décembre, un hélicoptère repère Gary à Hog Island, une petite île entièrement boisée à l'intérieur même de la Floride. Repéré, Gary abandonne son bateau et part se cacher dans les bois. Des chiens sont appelés en renfort mais ne vont pas bien loin à cause de la boue. Gary va passer 12 heures au total à être traqué dans Hog Island avant de se rendre en sortant d'un buisson disant « Je suis fatigué, je peux avoir un verre d'eau ». Même si Gary est arrêté, il jure que Ruth n'est pas avec lui et effectivement, elle n'a pas été vue depuis la remise de la rançon et le FBI a complètement perdu sa trace. Il faudra attendre 3 mois, le 5 mars 1969, pour qu'un signalement mène jusqu'à elle. En fait, après le partage du magot, Ruth s'est enfuie en Oklahoma et a rencontré un certain John Ray, 18 ans. Elle lui a expliqué qu'elle fuyait ses parents qui étaient violents envers elle et avait besoin de quelqu'un pour survivre, trouver un logement et un travail. Ce que John va faire très gentiment et Ruth va être engagée comme infirmière dans l'hôpital du coin, poste pour lequel elle donne ses empreintes digitales qui sont ensuite envoyées aux autorités pour voir si elle n'est pas recherchée. Ruth, de son côté, va expliquer aux autorités qu'elle a été aveuglée par l'amour qu'elle portait à Gary, qu'elle a voulu le suivre pour vivre la grande vie, qu'aucun mal n'a été fait à Barbara. Ruth prendra 7 ans de prison pour enlèvement et à la fin de sa peine a été expulsée des États-Unis direction son pays d'origine, l'Honduras, avec interdiction de revenir sur le territoire américain. Gary, de son côté, risque plus gros. Il s'excuse beaucoup moins que Ruth, fait le malin devant la cour et sa défense est mauvaise. Il tente de plaider la folie, un truc qui peut marcher de temps en temps, mais pas cette fois, puisque l'accusation veut absolument la peine de mort avec la chaise électrique dont l'entretien doit bien être rentabilisé de temps en temps. Gary lui-même la demande. S'il est condamné à mort, il veut bien se faire griller le cerveau. La majorité des jurés vont donc voter pour la peine de mort, sauf 4 qui vont tenir bon jusqu'au bout et obtenir une peine à perpétuité. S'exprimant lors du procès, Barbara remerciera Gary d'avoir appelé le FBI après la remise de la rançon. Merci de lui avoir épargné la vie et d'avoir mis des vivres dans la boîte. À la lecture de sa condamnation à une peine de prison à vie, Gary n'a pas réagi et a quitté le tribunal calmement. En prison, le bonhomme a continué de faire parler de lui. En 1969, il a déposé un recours pour se plaindre de sa cellule, trop petite d'après lui, puisqu'à cause de sa précédente évasion, il a été mis dans un quartier à sécurité maximale, sans fenêtre, sans compagnon, sans personne. Pour Noël 1969, Gary et Ruth ont envoyé une carte de Noël à Barbara, lui souhaitant de belles fêtes de fin d'année et s'excusant pour l'enlèvement. En prison, Gary Christ a écrit un livre, sorte d'autobiographie, parlant bien évidemment de l'affaire Barbara Mackle. Il a réussi à faire sortir
sortir son récit clandestinement de la prison, qui a par la suite été publié sous le titre Life, vendu actuellement d'occasion à 250 € sur Amazon. Après 10 ans de prison, Gary a finalement pu obtenir une libération conditionnelle malgré sa peine de prison à vie, la justice ayant réexaminé son dossier et déclaré que Barbara n'avait pas été battue ni abusée pendant son enlèvement, tout a été fait proprement. Voulant également reprendre ses études, Gary va demander une grâce, un effacement de sa peine si vous voulez, pour pouvoir s'inscrire dans une fac de médecine. Grâce qui va lui être accordée, provoquant de vives réactions du côté de la famille de Barbara. Gary va obtenir son diplôme et va travailler dans un hôpital psychiatrique pendant 4 ans avant de se faire virer pour commentaires inappropriés envers des patientes. Il va donc retourner à une autre vie en louant un voilier, va aller en Colombie, acheter de la cocaïne et se faire choper par le FBI qui l'avait toujours à l'œil avec 17 kilos de cocaïne à bord et 4 migrants sans papier qui avaient payé Gary pour faire le voyage jusqu'aux États-Unis. Gary a donc été condamné pour trafic de drogue le 19 janvier 2007 à 5 ans de prison et a été libéré pour bonne conduite en novembre 2010. Aujourd'hui, Ruth et Gary sont toujours en vie, ils n'ont plus aucun contact entre eux et ont continué leur vie chacun de leur côté après leurs années de prison. Suite à l'affaire, Barbara a donc écrit un livre à l'aide d'un journaliste, Gene Miller, titré 83 heures jusqu'à l'aube, dans lequel elle raconte tout son calvaire. Elle dit l'avoir écrit pour ne plus jamais avoir parlé de ce qui s'est passé. Elle y raconte l'humidité, la peur, l'horreur d'être enterrée vivante. Après son sauvetage, Barbara a pris quelques mois de repos avant de retourner à l'université pour enfin obtenir son diplôme. Barbara et Stewart, son petit ami de l'époque, se sont mariés en avril 1971. Ils ont eu 4 enfants et d'après ce que j'ai pu trouver, Stewart, son mari, est décédé. Barbara est aujourd'hui toujours en vie, âgée de 76 ans.